Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 2 avril 2024 et c'est l'épisode 360. Oh, quel chiffre incroyable, 360 comme 360 degrés par exemple. Ce sont des sujets liés au domaine de la justice qui rythment l'actualité tech de cette semaine avec, entre autres, Starlink qui se plaint auprès du régulateur américain, auprès de la FCC pour les utilisations de fréquences. Il y a l'utilisation des réseaux sociaux pour les mineurs, interdite en Floride, mais qui serait anticonstitutionnel, on va tout vous expliquer. Et le fantôme de l'âge d'or des crypto-monnaies qui plane encore au-dessus de nos têtes avec SBF, Sam Bankman-Fried, pour qui jouer, je crois que c'est plus fort que lui. On parle aussi forcément un peu de sujets liés à l'intelligence artificielle et à la robotique. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, celui qui a sélectionné tel des ingrédients pour un grand plat tous ces sujets passionnants, c'est Guillaume Poggiatpala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Eh bien écoute, j'espère que ce sera bien relevé, pas du tout fade. Non, je te connais. C'est fou à quel point je parle de bouffe ce soir. Déjà, j'ai fait tout un laïus à Guillaume avant qu'on enregistre sur ce que j'ai mangé ce soir. Et là, je vois que... Est-ce que j'aurais faim ? Est-ce que je serais dans une tendance où j'aurais besoin de compenser ? Peut-être. Évite les chips quand même pendant le podcast. Ah bah oui, non, ça va s'entendre effectivement, les scrooch où il faut que je coupe le micro. Mais je sais pas, j'ai besoin de réconfort en ce moment, Guillaume. Je sais pas, je me sens un peu abattu. On a tous besoin de réconfort. Bah t'as ouais. vu l'époque, t'as vu la mais news. elle est dure. Elle est tellement dure, la période. Je regarde en plus des trucs pas du tout anxiogènes. Tu vois, je suis en train de regarder des documentaires Turning Point là, sur Netflix qui parlent de la guerre froide. Enfin voilà. Moi, je regarde La Fièvre. Oh merde. Et c'est pas très... Qu'est-ce qui nous prend ? Pourquoi est-ce que quand ça va pas, en plus, on s'inflige des trucs qui sont encore plus plombants comme ça ? C'est dingue. Pourquoi on fait ça ? Mystère. Dites-nous aussi ce que vous regardez. Tiens, allez sur Discord, techcafé.fr/Discord, et vous nous dites aussi ce que vous regardez. Il y a une rubrique pour ça. Au passage, un tapis rouge qu'on déroule pour Rémi, Olivier, Georgeon. Alors peut-être que c'est un autre Olivier ou que c'est le premier Olivier que j'ai cité qui s'est réinscrit juste après ou qui a changé son nom pour ne mettre que son prénom. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, Olivier, Floydus et Max Zedozer qui a renouvelé sa participation qu'il a depuis longtemps pour soutenir Tech Café, qui est un podcast, vous le savez, dispo gratuitement dans toute bonne app de podcast, et même vous pouvez l'écouter sur techcafé.fr si jamais vous êtes allergique aux applications. Et puis, si vous trouvez qu'il serait dommage de ne plus avoir les épisodes qui arrivent dans votre app de podcast, que ce rendez-vous vous manquerait dans votre quotidien, je le dis d'autant plus que moi, c'est le cas pour certains podcasts que j'écoute, ou que ce soit parce qu'il représente un moment plaisant, parce qu'il contribue à vous informer comme aucun autre podcast sur l'actualité des nouvelles technologies, parce qu'il contribue à rendre utile des moments où vous êtes uniquement disponible pour écouter quelque chose durant vos journées, ou peut-être même, pour toutes ces bonnes raisons, en tout cas, envisager un soutien à Tech Café. Surtout peut-être que vous écoutez le podcast depuis des années, alors vous dites quand même sur tout ce temps-là ça mériterait que je soutienne un peu Guillaume et Guillaume. Pour ça, rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com/techcafé, et peut-être même, tiens, pendant que vous écoutez cet épisode, parce que si vous repoussez tout le temps le soutien, finalement le mieux c'est de vous dire, mais attends, pendant que j'écoute cet épisode, à moins qu'évidemment vous soyez en voiture ou que justement vous fassiez à manger, etc., mais peut-être si vous avez un petit moment, vous pouvez en même temps lancer votre navigateur, vous allez sur patreon.com/techcafé, et puis vous pourrez contribuer à partir d'1,50€ par semaine au financement de notre boulot. Et puis vous pouvez aussi plafonner votre participation et la suspendre à tout moment. Dans tous les cas, vous profitez d'un flux privé pour ajouter le podcast dans votre app habituelle. Ça vous permettra d'écouter les épisodes sans la pub. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Un petit commentaire sur Apple Podcast qui a été déposé par Colmat. Ça me faisait penser au dentifrice Colgate, mais c'est Colmat peut-être quand il nous manque des dents. Colmat, merci Tech Café, c'est ton allié pour être à jour de l'actu tech. Bravo et merci les Guillaume. Le format est top, c'est précis, c'est drôle, c'est complet, et les épisodes dossiers. Et alors là, il signe son petit commentaire Guillaume en disant les épisodes dossiers, il les qualifie avec 3 emojis, c'est 3 biceps resserrés de robots. Ah, je trouve ça génial. Excellent choix d'emoji, Colmat, c'est très bon. Commentez également sur techcafé.fr, et donc rendez-vous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Et pourquoi on vous demande de laisser des avis sur Apple Podcast ou des étoiles sur Spotify ou même des avis sur Podcast Addict ? Vous vous dites, mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'algorithme sur les apps de podcast et on ne voit pas trop quel serait l'intérêt. Tout simplement, si quelqu'un tombe sur un épisode ou sur la couverture de Tech Café et qui se dit, tiens, c'est quoi ce machin ?
il va aller regarder les avis. Et là, il va voir toutes les centaines d'avis positifs qui encensent le podcast. Et donc, il va se dire, ah ouais, je l'ajoute à ma bibliothèque. Donc, vous aussi, contribuez à tous ces nombreux avis qui valorisent le podcast. Et puis, évidemment, ce qui est aussi hyper précieux avec les auditeurs d'un podcast, c'est d'interagir, d'avoir vos retours, vos critiques. Alors, tu sais, tiens, d'ailleurs, au passage, Guillaume, je ne l'ai pas noté, mais j'y repense que maintenant. J'ai vu sur Mastodon, on m'a mentionné en apportant une forme de critique sur l'attitude que tu as, Guillaume, tiens, je te dénonce en live, vis-à-vis d'Apple, hein, parce que tu critiques beaucoup ce que dit Apple en matière de manière générale d'ailleurs, mais il parle, tiens, je vais citer Hypophile, il dit malgré les qualités indéniables de GPP, donc je pense qu'à partir du moment où tu as entendu ça, tu peux entendre n'importe quelle critique derrière, je trouve qu'il gère le comportement d'Apple avec beaucoup trop d'a priori, les failles de sécurité prolifèrent et Apple n'a pas envie d'être pris en défaut sur ce point. Encore un exemple de pourquoi Apple ne veut pas ouvrir le Bluetooth à n'importe qui, et donc là il fait un lien vers un article de Corben qui date du 22 mars, qui indique la faille Bluetooth qui permet d'écouter à distance les gens et de jouer leur meilleure playlist. En fait, et donc j'ai répondu moi-même, tu vois, je me suis fait ton avocat de la défense, Guillaume, parce que je pense qu'en fait, aucune autre société tech qu'Apple ne prétend autant jouer la carte de la sécurité au point que ça justifie tout et n'importe quoi. Et finalement, sur énormément de choses en matière de sécurité, finalement, ils font peut-être pas forcément beaucoup mieux que, je sais pas, un Google pour un Android ou un Samsung pour, là aussi, l'utilisation et le Android qui est répandu, ou même que Microsoft pour Windows. Donc, bon, tout ça est affaire de proportion, mais je vous trouve quand même un peu dur avec les retours de Guillaume en matière d'Apple. Et je pense qu'au contraire, Apple est une marque, je l'ai vraiment appris aussi avec le temps, hein, qu'il est difficile de critiquer. Et j'ai l'impression que de manière générale, quand on arrive à les pointer du doigt sur quelque chose, il y a toujours beaucoup de défenseurs, contrairement à beaucoup d'autres marques. On vous en veut pas, c'est normal. Et puis bon, c'est pas le seul retour qu'on avait, Guillaume. Il y en a un aussi que tu as relevé sur Discord de la part de Sebilan qui réagissait à nos échanges autour des fusées réutilisables qui sont probablement, évidemment, l'avenir des lanceurs spatiaux. Absolument. Bon, tu sais, moi, à propos d'Apple, je veux dire, Oui. tout le monde sait que je suis pas utilisateur d'Apple et que c'est pas ma came du tout, et voilà, bon, ça, y a pas de problème. Après, à chaque fois que je les critique pas dans le vide, en tout cas, j'ai pas l'impression de les Absolument. critiquer dans le vent. Ah non, hein. non, Je veux je te dire, le je les confirme. critique avec un certain nombre d'arguments. Ils n'existent pas tout seuls, ils n'existent pas en... Bon, je veux dire, il y a des concurrents, ils sont pas les seuls à avoir leurs problèmes, hein. Tout le monde a les Ouais. mêmes problèmes en réalité. Alors, ils font mieux sur certains trucs. Ça, c'est vrai. Personnellement, je trouve qu'ils font pas forcément mieux sur plein d'autres. Mhm. Et il y a aussi des choix qui sont faits, et puis voilà, hein, je veux dire, Mm. si ça convient mieux à certains, le fait, si tu veux, de troquer des aspects pratiques, une forme de liberté pour une sécurité qui juge un peu supérieure, Mhm. Mhm. écoute, pourquoi pas? C'est pas Mm. du tout la manière dont je le vois, et donc je continuerai à le regarder sous cet angle-là, et bon, après, voilà, ça plaît, ça Et plaît comme pour pas, tous quoi. les autres d'ailleurs, hein. Enfin, moi, je me fais vraiment Mais justement cette caution. Je effectivement, pense hein, pas je qu'il suis soit pas beaucoup plus, j'ai pas militant. l'impression d'être beaucoup plus sévère avec Apple Non. qu'avec Google. Il se trouve Bah, qu'ils sont carrément. dans l'actu en ce moment avec le Microsoft. DMA pas mal, et que donc on en parle pas mal, et qu'on n'en parle pas forcément de manière très flatteuse en ce moment, ça c'est tout à fait vrai. Mais je veux dire, en même temps, s'ils faisaient pas des conneries, on n'aurait pas pointé les conneries, hein. Bon, non mais oh. C'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense que de par moi, la position que je tiens, et je le reconnais, hein, je suis très utilisateur Apple de mon côté, je pense vraiment que ce qui me convainc moi le plus, c'est l'expérience utilisateur où j'ai vraiment ce sentiment, peut-être que je trouverai la même chose ailleurs, mais franchement, je sors de mon ordi, je vais sur un iPad, un iPhone, j'ai vraiment cette expérience de continuité qui, moi, me plaît énormément, sur laquelle j'ai l'impression je passe pas de temps à faire des réglages, des paramétrages. Alors, j'utilise aussi d'autres appareils, des Android, mais vraiment, c'est mon point de vue et je ne prétends pas qu'il soit universel. Mais en tout cas, cette position me permet d'autant plus facilement d'écouter les critiques toujours argumentées de Guillaume. Et je pense que voilà, dans Tech Café, il y a ce sentiment-là qui peut être perçu par certains, mais je crois vraiment qu'on fait les choses avec beaucoup d'objectivité. Après, oui, enfin, une objectivité autant que je peux, parce qu'évidemment, après, personne n'est parfaitement Non, mais objectif jamais. en hein, étant, donc, il y a pas ouais, de souci. Ça, en je peux étant bien croire complètement que je sérieux. suis... Voilà, que j'essaie, j'essaye, si tu veux, d'avoir des arguments. Après, on a toujours chacun sa subjectivité. Et bon, voilà, vous Je connaissez pense- certainement la mienne. En tous les cas, bon, je vais peut-être Juste, passer à Guillaume, Sebilan. un dernier pardon. truc. Je termine Vas-y. là-dessus quand même. Juste un dernier truc. Je trouve quand même, et encore une fois pour me faire l'avocat de Guillaume, c'est que quand tu es critique vis-à-vis d'Apple avec une forme de quelque part de, je sais pas, de sarcasme moins basé sur des critiques
argumenté par quelque chose qui serait partagé comme étant quelque chose d'objectif, ça se sait, tu le sais, ça s'entend et ça se voit. Donc, et tu le fais en plus pas qu'avec Apple. Donc bon, écoute, pour moi, remarque hyper intéressante quand même. Hein, ne vous empêchez pas de nous faire ces remarques, c'est important. Mais passons plutôt à Sébilan, qui parlait de fusée, effectivement. Oui, parce que je voulais quand même parler Le pauvre. du retour de Sébilan, qui nous fait un petit retour sur le futur moteur d'Ariane Next, qui est Prometheus. On a parlé... Prometheus, c'est le nom du moteur. Hein. On a parlé la dernière fois du prochain décollage d'Ariane 6, hein, qui va plus trop tarder. Ariane 6, donc, c'est une fusée traditionnelle qui n'est pas réutilisable, mais la prochaine Ariane Next, donc, devrait avoir à l'horizon 2030 un premier étage réutilisable, et serait fonctionnellement donc analogue à une Falcon 9. Donc Prometheus, le moteur a été mis à fond en juin dernier, ça s'est bien passé. Hein. En parallèle, le premier étage réutilisable s'appelle Thémis, enfin c'est le nom du proto, du démonstrateur. Quel art. Donc le couple a été mis à feu pendant 12 secondes à Vernon, donc en Normandie. Et donc c'est un démonstrateur, il n'a pas décollé. Hein. À terme, le vrai futur premier étage devrait mesurer 30 mètres de haut et avoir 3 moteurs Prometheus. En plus de Thémis, qui est donc le projet pour Ariane, il y a un autre projet qui s'appelle Callisto, qui impliquerait aussi les Japonais et les Allemands. Donc c'est un autre projet de lanceur réutilisable du CNES. Ça a été approuvé fin 2022. Pas plus de nouvelles que ça sur Callisto. Thémis est sans doute plus avancé parce qu'il a été lancé en 2019 quand même, donc je pense que voilà, c'est encore un petit peu tôt. Donc oui, c'est en cours. Hein. La prochaine décennie, l'Europe devrait avoir des équivalents de fusées à la SpaceX, et sans doute même de plusieurs tailles. Comme on le disait aussi la semaine dernière, le fait qu'Ariane 6 soit pas réutilisable la rend plus chère, hein, et en fait d'ailleurs Ariane Next ambitionne de diviser par 2 les coûts. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de succès commercial. Son carnet de commandes est déjà bien rempli, hein, et entre autres par Amazon, hein, qui compte l'utiliser pour satelliser sa propre constellation Internet spatiale, hein, donc Kuiper. On l'avait dit, il y a de la demande pour tout le monde et il y a des créneaux d'envoi de satellites qui sont limités. Donc tu peux proposer quelque chose de plus cher, tu auras probablement des commandes. Bon, ça a sans doute ses limites, mais en tout cas pour l'instant c'est le cas. Allez Guillaume, une rubrique que tu as intitulée « Ce n'est que justice » et on va se plonger dedans sans autre forme de procès, à commencer par Starlink. On continue un petit peu avec nos histoires de trucs qui gravitent autour de la Terre et non pas autour de la tête, quoique. Mais là en l'occurrence, il s'agit de licences d'utilisation de fréquences en particulier, Guillaume. Mais oui, parce que Starlink c'est un incroyable défi d'une complexité technologique incroyable, hein, mais pas que. C'est aussi un bon gros bordel de réglementation et de conflits commercialo-juridiques. En particulier, Starlink veut aussi devenir un réseau téléphonique, hein, en plus d'être un réseau de relais pour Internet. Et il y a des Starlink 2 qui vont aussi faire office de station 5G spatiale. Mais pour ça, ils vont devoir opérer sur des bandes de fréquences différentes. Et des bandes de fréquences qui sont déjà utilisées par d'autres acteurs qui sont pas très contents. Donc SpaceX a déjà un accord avec T-Mobile, donc ça tient, hein, c'est pour la 5G. Ils utilisent la bande de 1,9 GHz pour ça. Pour aller plus loin et pour être plus largement compatible, ils vont envoyer 7500 nouveaux satellites qui vont devoir communiquer dans des fréquences qui sont autour de 1,6, 2 et 2,4 GHz. Et pour ça, il faut des autorisations que la FCC vient de leur refuser. En février 2023, ils avaient déposé une demande pour des nouvelles fréquences qui viennent d'être rejetées parce qu'elles pourraient causer des interférences avec d'autres réseaux, donc ceux de Dish et de Globalstar. Et bon, alors, ils n'auraient pas démontré de manière convaincante qu'ils pouvaient coexister de manière pacifique, parce qu'évidemment, ils sont déjà au courant, mais eux disaient qu'ils pouvaient éviter les interférences en faisant du beamforming, en faisant des antennes un petit peu particulières, etc. Donc, les bandes de 1.6 et 2 GHz auraient plus trop de place, elles sont déjà bien encombrées, et la 5G de Dish est déjà d'ailleurs sur la bande de 2 GHz. Alors c'est un coup dur au moins à court terme pour SpaceX, hein, qui devra démontrer par la pratique, hein, je suppose, qu'il peut opérer vraiment sans provoquer d'interférence avec les concurrents. Bon, il y en a un qui doit pas être très content, qui n'a pas dû passer un très bon week-end de Pâques, hein, je pense. Je sais de qui tu veux parler, c'est d'Elon Musk, c'est ça. De toute façon, c'est compliqué avec Elon Musk de manière générale. Qui a une vie passionnante et passionnelle, hein, et d'ailleurs les procès, c'est un petit peu sa grande passion, j'ai l'impression, puisque j'ai perdu le compte un petit peu des actions en justice ou des enquêtes, hein, qu'il mène ou qui sont menées contre lui ou l'une de ses boîtes. Et donc par exemple, il avait lancé un procès contre la CCDH, alors c'est le Center for Countering Digital Hate. Donc c'est une ONG, hein, qui l'été dernier avait publié un rapport sur la modération très laxiste de Twitter, enfin X déjà je suppose, je sais plus. Il disait que selon les mesures, 99% de la haine postée sur Twitter par des comptes badgés, avec le badge bleu, n'était pas modéré du tout. Alors Musk a bien entendu pris la mesure qui s'imposait, il les a attaqués en justice. Sauf que le juge californien Charles Breyer a rejeté la plainte, parce qu'il dit, je cite, en gros, parmi les motifs d'un litige, y a deux cas, quoi, hein, pour voir les motifs d'un litige, parfois ils sont pas clairs, mais d'autres fois, la plainte est si ouvertement et si bruyamment axée sur une seule chose qu'il est impossible de se tromper,
Et donc cette affaire correspond à ce dernier cas de figure, il s'agit de punir les accusés pour leur discours. Donc voilà, c'est mort. Alors ce projet est donc tombé à l'eau, mais à l'opposé total du spectre, on a vraiment un cas touchant d'amitié virile entre Musk et Andrew Bailey, procureur général du Missouri, qui accuse de lui-même Media Matters, l'association qui avait montré que des contenus nazis étaient associés à des pubs pour des grandes marques sur X. Gros scandale évidemment qui a abouti à la fuite d'une partie de ces annonceurs. On en avait parlé. Dont on a évidemment beaucoup parlé. Alors comment est-ce possible? D'où ça sort? L'accusation précise, c'est qu'en fait Media Matters aurait sollicité des donations de Missouriens. Parce que voilà, c'est une ONG, donc elle prend des donations et éventuellement des donations de plein d'États, et donc pourquoi pas du Missouri. Et après, avec ça, ils ont frauduleusement poussé les annonceurs à se retirer de X. Alors je rappelle que selon la thèse d'Elon Musk, Media Matters aurait mis en évidence des pubs pour des contenus, donc pour des grandes marques sur des contenus discutables, avec des comptes artificiels qu'ils avaient fait scroller de manière super exagérée, sans rapport avec un usage normal, quoi, on va dire. Alors Media Matters, c'est une organisation maléfique qui fait tout ce qu'elle peut pour saper le premier amendement. Alors, là, je pars pas en vrille, je cite Elon Musk lui-même, parce qu'il a explicitement dit ça, il a dit « truly an evil organization ». Voilà, c'est le mal. C'est une rhétorique qui rappelle peut-être quelqu'un, je sais pas, j'ai une impression de déjà vu. De qui veux-tu parler? Quelqu'un, quoi, dans le domaine politique peut-être? Oui, il me semble. Je vois pas. Et enfin, tout ça semble peut-être tiré par les cheveux, donc je résume un peu. X, c'est le champion de la liberté d'expression. Donc l'attaquer, c'est s'attaquer au premier amendement. Or, Media Matters l'a attaqué de manière malhonnête, et en tant qu'ONG, elle a reçu des fonds de quelques gens du Missouri. Donc ces gens du Missouri ont été extorqués pour mener à bien un crime, et donc le Missouri se défend, et défend ses concitoyens. Voilà, c'est limpide. Missouri donc demande plein de trucs à Media Matters, du coup, comme Ken Paxton le fait aussi, qui est lui procureur du Texas, et qui fait exactement la même chose que Bailey. Et d'ailleurs, Media Matters a lancé une procédure fédérale contre Paxton pour faire annuler tout ça. Ils feront sans doute la même chose pour le Missouri. Et donc, en résumé, on a un juge californien, donc démocrate, d'un État démocrate, qui déboute un procès contre X pendant que deux procureurs du Missouri et du Texas, qui sont des États républicains, attaquent d'eux-mêmes ses ennemis, entre guillemets. Donc on est en pleine guerre politico-culturelle, et c'est seulement le début, tout ça ne nous touche pas directement, je sais, donc ça paraît très américano-américain, mais quand même, ça influe sur X, sur X lui-même déjà, parce que voilà, c'est des attaques qui ont mené à la fuite des annonceurs, tout ça, c'est quand même quelque chose qui structure le réseau, autant économiquement que sur sa politique de modération, qui est d'ailleurs aussi impacté par diverses réglementations par ailleurs, donc les nombreux et divers procès qui s'annoncent aux États-Unis façonnent aussi les plateformes au sens large, et finissent ou peuvent finir par avoir des répercussions un peu partout, soit directement, soit en inspirant d'autres pays à faire pareil, ou à faire l'opposé. Et les diverses lois sur l'anonymat et la protection des enfants, d'ailleurs, qui émergent dans plein d'États américains, sont un bon exemple de tout ça. Donc c'est là qu'on, évidemment, passe à la Floride. Comme tu disais. Évidemment, on va en parler. C'est une vraie polarisation dans le domaine politique. Je me faisais une petite réflexion pendant qu'on parle de Twitter, d'X, Guillaume. Je sais que... Pardon. Je sais que tu écoutes Complorama, tu sais, le podcast, oui, notamment de France Info, qui est vraiment un super podcast que je vous encourage à écouter. Alors, je dois reconnaître quand même que ces derniers temps, j'aime toujours beaucoup et je le recommande toujours autant, mais je trouve que c'est toujours un petit peu axé sur les mêmes mécaniques d'information, et finalement, moi, j'ai le sentiment d'avoir un peu fait le tour, et j'apprends pas fondamentalement de nouvelles choses, donc j'en écoute moins qu'avant. Et surtout, je me suis quand même fait une réflexion. Je trouvais que dans Complorama, il était souvent mention de choses qui se passaient sur X, Twitter. Et souvent, il dénonce dans le cadre de ce podcast des propos qui sont tenus sur cet environnement-là, et à quel point ça peut être un vecteur de désinformation. J'arrive à me demander quand même si, dans une certaine mesure, ça ne devient pas de plus en plus un microcosme. Twitter a jamais été un canal d'expression mass média, tu vois. Pour moi, c'était des relais d'opinion, c'était des plateformes qui permettaient à des politiques, des journalistes ou des célébrités de prendre la parole facilement et de toucher beaucoup de monde. Pour autant, ça restait quand même un petit univers. Je ne sais pas si, en gros, les personnes qui écoutent Complorama, tu vois, elles sont très sujettes à la désinformation sur Twitter. En même temps, ce qu'on peut aussi retenir, c'est que quelque part, ça doit être aussi très représentatif de ce qui peut se passer ou de ce qui se passera peut-être sur d'autres médias. Et je me demande si, quand on regarde ce qui se passe sur Twitter en matière de conflits et d'arbitrage tel qu'on est en train de le décrire avec Elon Musk, on n'est pas en train d'anticiper ce qui pourrait arriver sur d'autres réseaux sociaux à l'avenir. Bon voilà, c'était une petite réflexion que je me faisais. Je ne sais pas si elle laisse place de ton côté à la moindre réflexion ou au moindre rebond. Enfin bon, c'était une réflexion que je commençais à me faire. Je sais pas trop. T'as raison, X, c'est un microcosme, c'est vrai. Après, c'est un microcosme. Parce qu'on en parle souvent.
On en parle beaucoup, il y a quand même pas mal de gens dessus. Après, la complosphère est sur X, elle est aussi sur YouTube, elle est aussi sur TikTok, elle est partout, et c'est vrai que X est un des relais. Ils en Ouais. parlent aussi pas mal parce que c'est quand même, disons, assez particulier, X, parce que Elon Musk fait partie du problème. C'est-à-dire que lui-même, Mm. qui a le compte le plus suivi de la plateforme, il me semble, lui-même relaye et met parfois même en valeur des gens qui font partie ou qui sont liés à la complosphère. Et ça, ils le disent assez souvent. Mhm. Et donc, c'est quand même une C'est particularité de vrai. X, c'est que c'est quand même un réseau social majeur dont le PDG fait partie de l'équation, quoi, Mhm. au niveau complotiste, ce qui est quand même assez rare, on va dire. Je me demande si quelque part on n'est pas aussi des acteurs du problème en se disant bah faut juste passer à autre chose, faut arrêter de considérer cet espace comme un réseau social entre guillemets mainstream, c'est plus le cas, passons à autre chose et à force d'en parler, j'ai l'impression qu'on entretient en partie la machine. Bon, c'est peut-être beaucoup m'auto-flageller sur le sujet, mais bon. Bon, oui, venons-en quand même en Floride, Guillaume, parce que là aussi il y a des sujets juridiques à aborder. Oui, puis la Floride, ça a l'air d'être assez intense, hein. Alors, quand je dis ça, quand je dis la Floride c'est intense, je pense surtout à la bande-annonce de GTA 6, en fait, qui est vraiment rigolote, Ah, mais on pourrait en dire autant de la politique locale, puisque la Floride, c'est un État républicain, c'est Ron DeSantis, son gouverneur, candidat malheureux à la primaire contre Trump. Or, dans un retournement de situation assez inattendu, il a signé la loi HB3, qui est considérée comme étant un des textes les plus restrictifs sur l'accès des mineurs à Internet. Donc la HB3 bannit tout mineur de tous réseaux sociaux, ainsi que tout site ayant du contenu d'ordre sexuel. Alors, ça fait un gros morceau d'internet, et surtout, ça suppose que, en gros, tout le monde doit montrer sa carte d'identité pour accéder à TikTok, oui. à Pornhub, autant l'un que l'autre, hein, autant dire que c'est un gros coup à l'anonymat sur internet, dans un des plus gros intérêts américains. Et c'est un retournement de situation parce que DeSantis était plutôt opposé à cette idée, et avait mis son veto à une version intérieure de la loi. Donc c'est une surprise qu'il ait accepté ce texte, qui devrait entrer en application le 1er janvier prochain, si elle se fait pas défoncer avant par d'autres procès. Et parce que c'est pas la première loi de ce type que les États-Unis voient passer, hein. Les cours de Californie, d'Ohio, de l'Arkansas ont déjà considéré qu'elles étaient problématiques, d'ailleurs, ce type de loi, d'un point de vue de la sécurité et de la vie privée. D'autre part, des États sont eux-mêmes attaqués par des grosses plateformes comme Pornhub, qui accusent ces lois de violer Oui. les droits des habitants à accéder à du contenu protégé par la liberté d'expression. Et parfois, c'est des lycéens qui attaquent. Le plus souvent, d'ailleurs, même, c'est des lycéens ou des associations, comme la Computer and Communication Industry Association, ou bien NetChoice. Bon, NetChoice, pour le coup, c'est un lobby des grosses boîtes tech, mais bon. Aussi, la protection des mineurs en ligne, c'est un problème qui est complexe. D'ailleurs, Meta a été pointé du doigt là-dessus. On se souvient de cette audition au Sénat et des excuses publiques de Mark Zuckerberg. Mais là, on est sur un tout autre niveau de contrôle, en réalité. Parce que requérir une pièce d'identité de tout le monde pour globalement aller sur Internet, hein, parce que quand tu commences à dire il faut ça pour aller sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes qui proposent un contenu adulte, bon, ça fait quand même une grosse partie d'Internet, donc ça pose quand même de gros problèmes, on les a détaillés ici plein de fois, bien entendu, et ça pose bien plus de problèmes que ça n'en résout, en réalité, étant donné qu'il reste toujours assez facile, de toute façon, hein, pour un ado de se procurer un document pour aller voir ce qu'il a vraiment envie d'aller voir, faut pas non plus se voiler la face. Sans compter que, comme les ados le disent eux-mêmes, hein, souvent dans les actions qui les intentent d'ailleurs, dans certains États, requérir le consentement parental systématique pour tout, ça les prive en tout cas ça prive une catégorie des ados, hein, de jeunes, de soutien ou d'informations en ligne qui leur est très bénéfique. Et d'ailleurs les experts s'accordent à dire qu'il n'y a pas que des aspects négatifs aux réseaux sociaux. Il y a aussi la possibilité d'avoir accès, si tu veux, à des gens qui sont comme toi, qui pensent comme toi, qui ont les mêmes problèmes que toi. Il y a un soutien qui est trouvé sur les plateformes en ligne, et c'est un soutien qui pourrait, qui pourrait manquer à pas mal de gamins qui n'ont pas forcément envie que leurs parents soient au courant de tout. Enfin bon, bref, Ouais. vous voyez ce que je veux dire. Donc la HB3 va devoir se mesurer du coup à une cascade de procès, de toute façon, à tous les niveaux. C'est quasi certain, et puis on verra bien ce que ça donne, et ça donnera aussi le ton, parce que, évidemment, en Europe et en France en particulier, ces idées flottent, et bon, moi, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je suis de plus en plus persuadé que la solution se situe pas du côté serveur, mais qu'elle se situe du côté client, hein. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. On continue à parler de réseaux sociaux et en particulier de quel réseau social, si on ne parle pas de Facebook. Mais on va parler un petit peu d'un projet dont on avait déjà parlé. Je me rappelle, il y a de ça longtemps dans Tech Café et j'avoue que moi, on l'avait pas, je l'avais plus forcément en tête. Il s'agit d'un VPN à l'époque qui avait été, enfin en tout cas l'équivalent d'un VPN qui avait été racheté donc par l'époque Facebook, l'entreprise ex-Meta, s'appelait Onavo. Et alors, Guillaume, je crois qu'on se posait déjà la question à l'époque. Honnêtement, un VPN détenu par Facebook, Non, mais qu'est-ce qui clairement. pourrait mal tourner?
Mais je pense que là, On l'a on dit, a je crois. déjà dit ça explicitement, je crois, à Je l'époque, pense. hein, ça commence à dater. Mais là, c'est vrai que ça va encore assez loin, en fait. Ça va même encore plus loin. Et la réalité dépasse la fiction, là, j'ai C'est l'impression. Hein. incroyable. Alors, je me suis déjà dit ça quand Marlène Schiappa a posé dans Playboy. Ah. Mais quand j'ai appris que Facebook avait espionné Snapchat via Onavo, c'est vrai que je me suis dit, putain, quand même, c'est quand même c'est pas loin, quoi. Et ben oui, parce que Facebook, il a déjà beaucoup, beaucoup de données, mais on en veut toujours plus, c'est des données. Hein. C'est que les données, c'est comme les cacahuètes. Tu peux pas t'arrêter. C'est pour ça, C'est moi, que je prends vrai, jamais de totalement. gros sachets de cacahuètes. Je prends petit sachet, sinon c'est une catastrophe. Les noix de cajou. Mais bref, notre cajou, pareil, c'est pire peut-être. Mais bon, il se trouve qu'espionner, on parle encore de bouffe, hein, ce soir, on est mal. C'est vrai, c'est incroyable. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on a? Mais bon, espionner une autre appli, c'est vrai que c'est pas facile. Normalement, c'est pas simple d'espionner une autre appli. T'as une appli sur un téléphone, espionner une autre appli, normalement, ça se fait pas. Sauf si c'est toi qui relais tout le transit d'un téléphone avec la bénédiction du propriétaire, comme avec un VPN. Et donc c'est vrai, évidemment, Facebook, tiens, il possédait Onavo. Alors j'étais en 2013, et donc entre 2016 et 2019, donc ça commence à dater un petit peu quand même, hein, Onavo était un service de VPN que Facebook proposait gratuitement, et ben c'était trop tentant, toutes ces bonnes données. D'ailleurs, pourquoi s'arrêter à Snap? Le trafic YouTube et Amazon aurait aussi été scruté, parce que voilà, ça aurait été dommage de laisser perdre. Et c'est constitué donc le projet Ghostbusters. Alors il est né, donc certainement il doit son nom au petit fantôme du logo de Snapchat, hein, le Ghostbuster. Ce serait très logique. Un projet de mise sur écoute de la concurrence, selon les termes même de l'accusation contre Meta, qui rentre dans le cadre du Wiretap Act, qui est donc une loi contre les écoutes électroniques au sens large. Donc le contenu est envoyé chiffré sur Internet, hein, bien sûr, et ça, il n'y a pas de problème, mais les infos intéressantes, elles étaient chopées avant, par un petit kit supplémentaire qui était intégré apparemment au VPN. Le fait qu'Onavo espionne ses utilisateurs n'est pas précisément une nouveauté, parce que ça a toujours été plus un outil de data mining qu'un vrai VPN, hein, effectivement, on en avait parlé il y a 5 ans probablement de ça, ou peut-être plus d'ailleurs. Mais Plus, voilà, ces je pense. documents révèlent Ouais. des détails supplémentaires qui montrent jusqu'où c'est allé, hein, enfin en tout cas de manière présumée. Donc c'est des trucs qui ont été révélés par la Cour fédérale de Californie, dans le cadre d'une class action, et d'ailleurs, il semblerait que 41 cadres et juristes de Meta auraient travaillé sur le projet Ghostbuster, qui aurait finalement été abandonné en 2019 parce qu'il était un poil trop flag. En fait, il allait un poil trop loin. Zuki aurait été dans le coup, d'ailleurs. A priori, hein, des emails à propos de ça lui auraient été envoyés. Alors, je dis a priori parce que Meta conteste tout cela, bien entendu. Bon, c'est une affaire peut-être à suivre. Ouais, on verra comment ils arrivent à se défendre sur le sujet, mais bon. On continue, on met de côté un petit peu les réseaux sociaux. Par contre, ouais, je le disais en intro, on a l'ombre des crypto-monnaies qui continuent à planer sur nous, à commencer par SBF. On a du nouveau, hein, le pauvre, il fait encore les gros titres de l'actu, Guillaume. Ouais, bah écoute, oui, bon, on l'avait pas mentionné, il faut quand même le dire. Sam Bankman-Fried, ex-PDG de FTX, donc plus grosse bourse crypto du monde et plus gros naufrage de l'industrie tech depuis je sais pas jamais, a reçu son verdict, hein, 25 ans de prison et 11 milliards de dédommagements, une sentence qui se place plutôt bien au milieu, entre les 50 ans demandés par le procureur et les 6 demandés par son avocat. Mais de toute façon, Sam va faire appel, bien sûr. Et Sam n'a jamais vraiment reconnu qu'il avait enfreint la loi finalement, hein, qu'il avait été au cœur de ce qu'on peut très raisonnablement appeler une énorme arnaque. Non, il a reconnu avoir échoué, être désolé pour les gens, les clients qui en partie seront en large partie, peut-être même largement remboursés. Bon, les clients, heureusement, vont s'en sentir pas trop mal. Mais bon, Sam a menti à son procès plusieurs fois. Il a essayé de noyer le poisson, encore plus de fois. Et encore aujourd'hui, il espère que ses anciens employés vont reprendre le flambeau de FTX. Voilà, il fait appel pour que lui-même, peut-être, puisse, je sais pas, recommencer. Parce qu'en réalité, tous ceux qui le connaissent témoignent du fait que Sam est un joueur compulsif. Il peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'empêcher de parier, de prendre des risques. Et il sait pas, surtout, le problème c'est que c'est pas un très bon parieur parce qu'il sait pas se retirer. Il sait pas quand limiter la casse. Et c'est pour ça qu'il en est là, d'ailleurs. Donc FTX a été mis sous tutelle, et voilà, celui qui a été chargé de gérer cet infâme bordel, qui s'appelle John Ray III, témoigne que SBF vit toujours dans son fantasme, en fait. Hein. Quand je vois le cours du Bitcoin ces 6 derniers mois, je sens qu'il n'est pas le seul. Alors attention, oui. le halving arrive, le halving approche, mais bon, la crypto est déjà très très haute, tellement qu'elle risque de pas monter bien plus haut, même après. Bon, j'ai toujours l'espoir fou que le Bitcoin s'effondre vraiment une bonne fois et qu'on passe à autre chose, qu'elle atteigne sa vraie valeur, c'est-à-dire 0. J'ai la foi, je m'y accroche, hein, il faut bien, parce que voilà, certains jours, je dois avouer que je comprends. Des fois, je comprends qu'on puisse avoir envie d'appeler les sentis, tu vois.
Écoute, je sais pas ce qui va se passer avec la crypto et avec le Bitcoin en général. En tout cas, il était question d'avoir un halving qui arriverait un petit peu plus tard que prévu. Je sais plus quand c'était. Je crois que c'était prévu mi-avril. Ça pourrait Oui. arriver après. Bon, Ah vous bon, savez, c'était hein, beau, c'est pas. monsieur. Ah bon, d'accord. J'ai pas vu Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il me semblait que ça allait arriver un petit peu plus tard que prévu. Vous le savez, de toute façon, c'est pas une date qui est inscrite dans le marbre. Hein, ça arrive à un certain moment. Et c'est inscrit dans la blockchain, enfin dans le code de Bitcoin. On continue à parler de crypto, Guillaume, avec Coinbase. Toujours un petit peu de crypto avec Coinbase qui va se faire réguler la tronche par la SEC, qui a le droit donc de le faire, hein, selon la juge Catherine Polk-Faya. Ok, les cryptos c'est nouveau, mais ça coche assez bien les cases pour se faire réguler par le gendarme de la finance américain. Coinbase avait donc évidemment essayé de faire croire le contraire, hein, parce que ça va bien arranger. Coinbase qui par ailleurs aurait quelques problèmes au Nigeria, comme les autres cryptos d'ailleurs, puisque la commission des télécommunications nigérienne a ordonné de bloquer aussi bien Coinbase que Binance ou Kraken. La situation y est compliquée, j'y ai pas vraiment creusé, parce que la monnaie locale a été lourdement dévaluée. Bon, un conseiller du président a accusé les bourses de manipuler la valeur de la monnaie. Des cadres de Binance auraient été détenus par les autorités. Honnêtement, j'ai pas trop regardé les détails, je sais pas trop où ça en est pour être honnête, mais bon. On a un autre gros dossier crypto quand même qui a attiré l'attention cette semaine, et celle des autorités d'ailleurs, les autorités anglaises et américaines, parce qu'il y a quand même une vingtaine de milliards de dollars qui auraient été échangés avec la Russie via le Tether, via l'USDT, la crypto Tether. De contournement quand même assez massif des sanctions internationales, peut-être le plus gros depuis le début de la guerre. La bourse crypto Garantex russe, donc, aurait été la plaque tournante de tout ça. La bonne nouvelle, c'est que le Tether est une crypto centralisée, et oui, ça existe, hein. Et que donc Tether, le Tether, l'USDT, c'est un stablecoin, donc il est accroché au dollar. Et donc le Tether, qui gère donc cette monnaie, a gelé les avoirs apparemment des entités blacklistées par les Occidentaux. Donc des cryptos encore dans l'actu pour des raisons pas géniales, malgré le récent crash, on a encore pas mal d'arnaques caractérisées, avec ou sans saupoudrage d'IA. D'ailleurs, il y a encore un exemple récent qui est assez marrant, il y a un gars qui s'appelle Robert Rob. J'espère que c'est son vrai nom parce que c'est génial. Son nom, c'est son surnom. C'est Robert Rob. Trop bien. Et en plus, je pense surtout aux parents qui ont eu un enfant, et eux ils s'appelaient Rob et ils l'ont appelé Robert. Mais c'est génial, c'est génial. Et puis c'est un nom prédestiné pour quelqu'un qui vient de voler 1,5 million de dollars dans une arnaque crypto. Oui. Et qui est qui est une arnaque qui est quasi transparente pourtant. Ça, c'est facile, là. Ça commence sur Telegram avec un message, pouf, vous êtes un millionnaire, pouf, voilà. Voilà, enfin, il ne reste que 3 trucs à faire, 3 fois rien. Investir dans une crypto qui s'appelle le RAT, voilà, qui te donne confiance. Et l'argent, il est fait par un bot, mais un bot magique, hein, un bot qui extrait automatiquement de l'argent du cours des cryptos et qui multiplie les mises par 10 ou par 100. Donc il achète et il va au bon moment. C'est simple en fait, hein, le principe il est simple, il achète et il va au bon moment, c'est tout. Il suffit juste de connaître le bon moment, donc de lire l'avenir. Et bon, on a retrouvé Rob à Las Vegas dans une Jeep de luxe. Il revenait d'un voyage aux Bahamas et il s'est abonné pour 2 ans au stade pour aller voir les Broncos de Denver en VIP. La grande vie. Magnifique. C'est magnifique. J'aime bien, pouf, vous êtes millionnaire. C'est vraiment le message, hein, au passage. On termine avec un ultime petit sujet sécurité. Guillaume, est-ce que je dois m'inquiéter pour les paquets que j'installe sur mon ordinateur qui tourne sous Ubuntu ? Et oui, il faut s'inquiéter tout le temps, malheureusement. C'est ça l'enfer. Parce que alors, l'histoire de Rob m'a fait un peu rigoler, je l'avoue, mais les arnaques crypto, ou pas, hein, attention, sont partout et commencent à poser un vrai souci, même pour l'open source. Et ça, c'est quand même lourd. Alors, dans le chapitre arnaque crypto, puisqu'on y est, on peut faire une continuité, puisqu'on en retrouve en fait jusque dans les paquets Snap. Alors, Snap, c'est un gestionnaire de paquets qui sont en fait des conteneurs qui facilitent la distribution des logiciels sous Linux. Donc, en fait, vous installez des applications très facilement, comme ça, comme sur votre téléphone, et ils sont impactés sous forme de paquets Snap. En une seule commande, tu as une application et son environnement, et cette application est sandboxée d'ordinaire, donc en tout cas, donc elle est sécurisée. Et parmi tous les applis disponibles, il y a aussi des portefeuilles crypto, hein, pourquoi pas. Mais certaines sont des fausses. Et au lieu de se comporter normalement, elles vont siphonner ton compte et transférer les avoirs sur le portefeuille d'un cybercriminel. Et donc c'est ce qui est arrivé à un gars qui a perdu 9 bitcoins, soit presque un demi-million de dollars, avec une fausse appli, donc un faux wallet, hein, qui s'appelait Exodus. Et pourtant, elle était mentionnée comme secure, parce que d'un point de vue purement technique, elle était secure. C'est-à-dire qu'elle était sandboxée, elle faisait rien de louche sur la machine, hein, parce qu'elle avait absolument pas besoin de faire quoi que ce soit sur la machine. Et donc ce malentendu fait que désormais Canonical va devoir passer en revue à la main tous les paquets Snap. Et FlatHub va faire pareil, et tout ça c'est du temps et de l'argent que le monde open source n'a pas forcément. Ça me dingue le temps passé, bah ouais.
les attaques à la supply chain se multiplient et c'est potentiellement très grave. Il y a PyPy aussi, par exemple, donc c'est un index de librairie Python qui est très utilisé par les développeurs, qui a dû geler les soumissions pendant au moins 10 heures après la découverte d'attaques automatisées. Le principe, c'est toujours le même. On soumet des paquets Python qui sont très utilisés sur l'index, mais qui sont modifiés de manière à ce que les logiciels qui l'utilisent soient porteurs de codes malveillants ou vulnérables qui auront été introduits par les codeurs sans en avoir conscience. Et pour ça, ils créent un paquetage qui fait la même chose qu'un autre, un truc anodin, un truc qui facilite l'affichage de texte en couleur, par exemple, des trucs faciles. Seulement, il va faire ce boulot aussi, mais il fera aussi d'autres trucs, des trucs louches, discrètement. Et puis, ce paquet-là, tu lui donnes un nom qui est proche du nom du paquet d'origine, mais avec une faute de frappe. Et t'en fais plein comme ça. De sorte que sur le nombre, il y a quand même un certain nombre de gens qui vont appeler et installer par erreur un paquet vérolé. Donc c'est des attaques qui sont des nuisances terribles, mais il y a des trucs qui vont encore plus loin. Il y a des attaques qui sont directes en fait, on va dire sur les applications. Et la pire dernièrement, c'est celle de XZ sous Linux. Alors XZ, c'est un utilitaire de compression comme Zip, mais il est bien meilleur. Il est plus récent que le fameux GZ qui est aussi utilisé sur Zip. Il est même meilleur que bzip2 et en fait, il est utilisé par plein de logiciels sous Linux, dont SSH. Et on vient de découvrir une tentative d'y mettre une porte dérobée, une backdoor. Une tentative très maligne et très opiniâtre, puisque ça a pris plusieurs années. En fait, tout a commencé en 2021, où un utilisateur qui se faisait appeler GiaT75 a fait une première contribution, comme ça, un projet open source, et puis il a mis un patch sur une liste de discussion à propos de XZ, et puis un autre gars, Kumar, qui a commencé à discuter avec, et puis ils ont commencé à critiquer un peu le responsable du projet, ça allait pas assez vite, tout ça. Donc ils ont fait pression petit à petit, et en janvier 2024, il a fait sa première contribution directe à XZ. Et au fur et à mesure, Gia a fini par insérer une porte dérobée qui vise indirectement le démon SSHD. Alors, ce que fait le démon, c'est simple, il s'occupe des connexions SSD, donc il est résident en mémoire, il est là, il est toujours là. Puis il écoute, et puis quand il voit passer une connexion SSD, c'est lui qui... SSH, c'est lui qui fait l'authentification, etc. Et ce démon, en fait, il fait appel à XZ. Il fait appel, comme beaucoup d'autres, il fait appel à la librairie de compression. La librairie va faire son boulot, donc la librairie qui a été truquée, elle va faire son boulot, mais en plus, quand elle est appelée, lors d'une identification, là, vous voulez vous connecter en SSH, elle va appeler un autre bout de code qui va vérifier si le mot de passe que tu donnes si la clé qui est donnée est une clé spéciale, une sorte de master key qui authentifie systématiquement son porteur. Donc vous vous connectez à SSH à n'importe quelle machine qui utilise ce truc ce truc vérolé, et ça vous valide de toute façon, quelle que soit la connexion. Donc vous vous loguez magiquement comme ça à n'importe quelle machine qui utilise donc un XZ qui a été modifié comme ça. Et ce truc-là, à force de persévérance, non seulement la porte dérobée a été intégrée à XZ, mais les versions de XZ qui ont été compromises ont fini par être aussi intégrées à des distributions Linux majeures, comme Fedora, Debian et Kali. Et ça, c'est une calamité, parce que des serveurs qui utiliseraient ces distributions seraient littéralement open bar pour tous ceux qui ont la clé. Toutes les versions ne sont pas concernées. Heureusement, il y a la liste dans les notes de l'émission, si vous êtes intéressé. On s'en est rendu compte de justesse en plus. C'est Andres Freund, qui est ingénieur chez Microsoft, qui l'a détecté. Il faut rendre hommage à l'expérience de ces gens, de ces ingénieurs qui remarquent des trucs parfois extrêmement subtils, puisqu'il a trouvé que SSH utilisait un petit peu trop de cycles CPU. Il trouvait ça bizarre. Donc, alors regardez, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, c'est presque un hasard, finalement, qu'on ait réussi à le trouver, et ça fait froid dans le dos. Encore quelques semaines, sous les radars comme ça, et potentiellement toutes les distributions du monde étaient contaminées. Tout le monde utilise XZ, et la majorité des serveurs du monde utilisent Linux. Donc ça souligne à quel point l'open source est importante, et à quel point c'est crucial pour l'informatique mondiale, et à quel point parfois ça peut être fragile. Et à quel point c'est important de mettre les moyens pour renforcer tout ça. Alors ça reste un discours qui n'est pas nouveau du tout, je pense qu'on avait exactement le même au niveau de la découverte de la faille Heartbleed, parce que vous vous souvenez, encore une faille de SSL, et c'était il y a exactement 10 ans. C'est déjà 10 ans, j'ai l'impression que c'était pas si longtemps que ça en fait. Mais c'est fou, le temps passe. Bon, c'est d'autant plus flippant. Alors, tu vois, déjà, je commençais l'épisode en disant que j'étais dans une situation anxiogène, mais en plus, le temps passe vite, ce qui m'angoisse encore plus. Je sais pas comment je vais en tirer. On reprend des chips. Ah oui, mais pas pendant l'épisode, promis. Je vais me contenter. Non, les cacahuètes aussi, ça ferait du bruit. Bon, bref, du sucre. Tiens, il y a les bonbons. Normalement, ça fait pas de bruit, ça, le sucre. Bon.
On met de côté nos sujets rattachés derrière ce titre. Ce n'est que justice pour aller vers du matériel et de l'intelligence artificielle surtout. Bah oui, parce qu'un vrai épisode de Tech Café en 2024 n'est pas un vrai épisode s'il n'y a pas un peu d'intelligence artificielle. Et on sait que vous aimez ça. Et là, on va parler d'un modèle de langage dont on ne parle pas si souvent que ça finalement. Peut-être pas assez, va savoir. C'est Claude, Guillaume, parce qu'il a obtenu un sacré résultat, Claudio. Et oui, c'est qui le meilleur chatbot? Ça, c'est une question Claudio. qui est beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air, en fait, et parce que ça pose la question de la mesure. Comment on mesure qu'un chatbot est meilleur qu'un autre? Et c'est super important parce que c'est en faisant des mesures qu'on peut savoir si oui ou non on fait des progrès aussi. Ouais. Donc on a des batteries de tests standardisés, qui sont comme des gros questionnaires de magazine en fait, un peu sur tous les sujets. Le souci, c'est que c'est assez facile d'entraîner un modèle sur ces questionnaires, de les faire un petit peu bachoter pour aboutir à des modèles qui réussissent les tests en faisant du par cœur. Et pour éviter ça, il y a des tests crowdsourcés, comme celui de LM6, qui adoptent une autre approche. Alors, c'est l'approche du ressenti, quelque part. En fait... Ah, ça s'appelle l'approche du feeling, quoi, au doigt mouillé, c'est ça? C'est presque ça, puisque qu'est-ce qu'on fait? On présente aux utilisateurs de chatbot, donc aux utilisateurs du site, on présente les réponses de 2 chatbots. Ouais. Donc ils posent une question, et on leur présente la réponse de 2 chatbots face à face, à chacune de leurs requêtes. Et on leur demande de dire laquelle est la meilleure, selon eux, laquelle ils préfèrent. Donc les chatbots sont amenés à faire des matchs entre eux, et on peut savoir à chaque fois lequel un humain considère comme meilleur. Et ensuite on fait un classement Elo, comme aux échecs, en fonction de ça. Donc 2 modèles ont donc un score Elo identique s'ils sont de force égale, et donc s'ils ont en gros 50% de chances de gagner l'un ou l'autre. Et voilà, c'est 50-50, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. En fait, c'est calculé de manière à ce que l'écart Elo représente le même écart de force quel que soit le niveau. C'est-à-dire si tu as un score Elo de 100 points de plus que ton adversaire, tu as 2 chances sur 3 de gagner. Si tu as un score Elo de 100 de plus que ton adversaire, tu as 2 chances sur 3, tu as 3 Oh là là là, une chance, 2 chances sur 3 fois de plus perdre. de chances. T'as 2 chances sur 3 2 chances de 3, oui. Ouais, t'as 66% de chances de gagner. Bon, bref. Et en tous les cas, c'est vrai que vous soyez débutant ou grand maître, c'est pareil. Mais donc pourquoi je mets ça sur le classement Elo? Parce que en fait, au grand classement des chatbots, en général, c'est GPT-4 qui trustait les plus hautes marches, quoi. Donc on avait bien des outsiders comme Gemini ou Mistral, mais GPT-4 restait indétrônable jusqu'à la semaine dernière, où Claude 3, Opus, est passé number one. Donc Claude 3, Sonnet et Haiku, d'ailleurs, sont au-dessus d'autres versions de GPT-4. D'ailleurs, en ce qui concerne les versions de GPT-4, on peut se demander aussi pourquoi il y a plein de GPT-4 sur le truc, parce qu'il y a plein de GPT-4 différents. Et ces versions-là, vous ne les voyez pas si vous allez sur le site, elles sont accessibles que via l'API, pour développeurs. Les raisons pour lesquelles elles perdurent, en fait, c'est simple, c'est que si on met en place un service logiciel qui s'appuie sur les résultats d'un modèle de langage, on veut que ces sorties ne varient pas de manière imprévisible. On veut conserver le déterminisme, quoi, et c'est important donc de laisser les versions successives, parce que on sait que si on change de version, le résultat à certains paramètres donnés pourrait changer, donc ça pourrait changer le comportement du programme. Donc on est obligé, comme ça, d'avoir plein de versions différentes, ce qui peut d'ailleurs vite devenir assez lourdingue pour OpenAI. Voilà, et donc ça y est, le jugement populaire a fait de Claude 3 le meilleur chatbot, donc c'est une super nouvelle pour Amazon, qui a parié sur Anthropic, quand même, en investissant 2,75 milliards de dollars. De l'argent qu'ils vont sans doute de toute façon dépenser en temps GPU sur AWS, de toute façon c'est des bons clients, parce que pour un truc comme GPT-4 ou Claude 3, c'est vraiment très cher. Mais je veux dire vraiment, à la GTC, il y a Jensen Huang qui a confirmé que, ce que des rumeurs insistantes nous avaient déjà appris il y a un petit moment, GPT-4, c'est un mélange expert de 1800 milliards de paramètres. Ouais. Une hydre, quoi. Donc c'est un monstre qui a pris 3 mois et 15 mégawatts à être entraîné. Yeah. Mégawattheure, pardon. Si on prend le tarif indicatif chez Azure, on est sur du 100 millions de dollars pour accéder à tellement de puissance. Et ça, c'est pour un modèle une fois. Mais OpenAI, comme Anthropic, comme tout le monde, ils entraînent des modèles en permanence. Parce qu'ils raffinent les modèles qu'ils ont, ils font plein d'essais, ils font plein de protos, en permanence, ils font de nouveaux modèles, quoi. Donc en réalité, 2 milliards dans ces conditions, c'est pas tant que ça. Bon, c'est pour ça que les boîtes IA font copain-copain avec des hyperscalers, parce que c'est des gens qui ont du gros matos. Mais bon, pour en revenir à Claude 3, c'est notable quand même, parce que GPT-4 passe la main, donc il est particulièrement bon en codage, il paraît en plus, Claude 3. Cela dit, il faut relativiser ce classement, il est loin d'être parfait ce classement. Déjà, on parle d'un écart de 3 points, avec une marge d'erreur de 3 points.
Bon, ok. Et de toute façon, 3 points Elo, ça vous donne un avantage de moins de 1%. Donc vous avez 1% de plus de chances de gagner que l'autre, donc c'est pas non plus extraordinaire. Le meilleur modèle de Mistral se hisse en 8e position avec une centaine de points d'écart avec Opus. Donc voilà, donc au lieu que ce soit 50-50, et c'est 66-33, les trucs avec 100 points d'écart. Si on considère les modèles open source, on constate que Qwen 1.5 72B, un modèle chinois, est en 9e position. On a Commander en 10e, lequel est au-dessus de Gemini Pro et Claude 2. Et Commander, c'est un modèle open source, un modèle de Cohere, qui est relativement petit, avec 34 milliards de paramètres, c'est assez notable. Et si on regarde la 14e place, on constate quand même une anomalie, parce qu'on trouve Starling, là. Starling, c'est qui ? Starling, c'est un tout petit modèle open source. Attends, aussi. tu dis Starling, pas Starlink. Starling, oui. Il s'appelle Starling. C'est un petit modèle de 7 milliards de paramètres qui est très bon pour son poids, mais il est minuscule. Et il tourne sur je veux dire, quand je dis qu'il est minuscule, c'est qu'il tourne très bien sur un PC portable lambda. Or, Starling, il serait meilleur que GPT 3.5 et Gemini Pro. Et il ferait jeu égal avec Claude 2.1 selon le classement de l'M6. Et alors, est-ce qu'un modèle aussi minuscule va mieux coder que Gemini ? Il va faire mieux que Claude 2 en tout ? J'en doute beaucoup. C'est très suspect. Et en fait, c'est un autre truc à garder à l'esprit avec ce type de classement qui se base sur un jugement humain, c'est que les humains ils peuvent préférer des trucs qui sont pas forcément meilleurs, mais qui trouvent meilleurs parce que il faut ce qu'ils leur disent de faire déjà. Quelle est la raison probable pour laquelle Starling est aussi haut ? Or, j'ai pas de preuves, pas de chiffres à l'appui, parce qu'en fait, il n'y a pas les détails, on peut pas le savoir, mais je soupçonne que c'est parce que Starling est moins censuré. C'est-à-dire qu'il a moins de limites, il répond à tout, il refuse jamais rien. Alors que c'est pas du tout le cas des modèles commerciaux, qui refusent sans doute beaucoup de requêtes en réalité des utilisateurs. Du coup, entre un modèle super puissant, mais qui répond pas, et un modèle qui répond, c'est forcément le modèle qui répond qui gagne, même si c'est un modèle tout petit. Donc ce classement, il est vraiment intéressant, mais il est peut-être pas totalement rationnel, il faut quand même garder ça à l'esprit. Ouais, il faut l'interpréter. Est-ce que je sais pas, il y a les résultats de Grok dedans, l'IA. Non, il n'y a pas Grok. Parce que du coup, j'imagine qu'il pourrait être peut-être mieux classé que ce qu'on pourrait imaginer. C'est possible, du coup, tout à fait, c'est tout à fait possible. Allez, une autre bonne fournée cette semaine de bons gros modèles, Guillaume. Il y en a toutes les semaines, hein, c'est génial. Oui, alors on l'a dit. On l'a dit dans sa keynote à la JTC. Jensen prend l'exemple de GPT-4 pour appuyer sur le fait qu'il faut des grosses puces bien grasses et des gros réseaux bien rapides pour entraîner GPT-4, parce que GPT-4, c'est 8000 GPU H100 pendant 90 jours. Donc chaque rack de H100, c'est 8 GPU, donc qui sont en réseau via NB Switch, donc en fait, il faut 1000 racks. 1000 racks, c'est des dizaines, des centaines d'armoires. Donc il faut entraîner 1800 milliards de paramètres, donc ça fait quand même beaucoup, même en 8 bits. Et bon, il faut vraiment se rendre compte de la taille déraisonnable de ces trucs. Et après, à l'usage, par contre, c'est un petit peu mieux, mais c'est à peine mieux. Heureusement, chaque produit ne demande pas d'accéder à tous les 1800 milliards de paramètres, puisque GPT-4, c'est ce qu'on appelle un mélange d'experts. Donc il active qu'une partie de tout ça à chaque appel. Comme s'il avait plusieurs têtes, en fait. Donc cette façon de faire semble devenir petit à petit une nouvelle norme. Donc on voit souvent l'abréviation MOE pour les désigner, ça veut dire Mixture of Experts, mélange d'experts. De plus en plus de modèles. Mixture d'experts. Exactement, c'est une mixture of experts, ça veut dire. Et il y a de plus en plus de modèles qui l'utilisent et qui montrent que c'est très efficace. Et en priorité, je pense, en premier, il y a Mixtral, le mélange d'experts de la société Mistral, mais la société française, qui est un très bon exemple. Parce que c'est vrai qu'il est assez gros à loger en mémoire, il prend pas mal de mémoire, mais il demande qu'assez peu de ressources en calcul, finalement, pour un modèle qui est au final aussi bon que GPT 3.5. Et bien c'est aussi le cas de Grok, qui est le modèle de XAI, et qu'on peut utiliser sur X. Grok 1, d'ailleurs, est passé en open source, et X utilise désormais Grok 1.5, qui est nettement meilleur et qui est proche de Gemini 1.5. C'est aussi le cas du tout récent Jamba, qui est un cas très intéressant parce que c'est un hybride. Jamba est une IA d'une nouvelle espèce, mi-Mamba, mi-Transformer, donc c'est un hybride. On en reparlera en détail un petit peu plus tard quand on aura un petit peu plus de tests dessus. Et c'est le cas enfin de DBRX pour Databricks, qui est donc Databricks c'est son papa, et le modèle s'appelle DBRX, qui est lui aussi un modèle open source et qui est bien parti pour devenir le plus puissant de ce type. C'est un mélange de 132 milliards de paramètres, mais qui n'en active que 36 simultanément. Résultat, on est bien moins gros que Grok, on est 2 fois plus rapide à tourner que Llama 2. Et en performance, on se situe entre GPT 3.5 et GPT 4. Donc c'est un modèle qui est très très prometteur et qui a été entraîné sur une quantité vertigineuse de données à 12 000 milliards de mots. Ouais. Donc ce qui est cool avec le mélange d'experts, c'est que ça a l'air de marcher à tous les niveaux. Pour les plus gros monstres comme GPT-4, aux plus petits comme Qwen.
Donc Qwen, c'est une boîte chinoise qui produit des modèles open source assez costauds. Donc on a évoqué le 1.5 dernièrement, là, ce qu'on appelle un modèle dense, c'est-à-dire que c'est pas un mélange d'experts. En gros, vous avez les deux. Vous avez le mélange d'experts qui active pas tous ses poids, puis les modèles dits denses qui activent tous leurs poids à chaque fois. Mais là, ils ont voulu Qwen, donc la boîte, ils ont voulu faire exactement l'inverse. Donc c'est faire un mélange expert, mais tout petit, avec 14 milliards de paramètres et seulement 2,7 milliards de paramètres actifs en même temps. Et pour donner une idée, il serait facile de faire tourner un truc comme ça sur un téléphone. Pourvu qu'on ait assez de RAM, 2,7 milliards de paramètres, c'est largement à la portée d'un téléphone mobile. Donc Qwen, le Qwen MOE, donc, est néanmoins aussi puissant, voire plus puissant qu'un Mistral ou qu'un Gemma 7B. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça demande beaucoup moins de calcul. Et donc on voit, en termes de mémoire, on y perd, puisqu'il y a 2 fois plus de paramètres. Mais en termes de puissance calcul, on y gagne beaucoup, parce qu'il faut 2,6 fois moins de puissance de calcul. Or, c'est la puissance de calcul qui fait chauffer, qui consomme le plus d'énergie, évidemment, et puis voilà, c'est plus cher, quoi. Donc ce troc, quelque part, on troque plus de mémoire, mais on a besoin de moins de puissance, et de moins d'énergie, du coup, c'est un troc qui est très acceptable. D'autant plus que les moyens de compresser le modèle réduisent beaucoup cette contrainte. Il y a une méthode qui vient d'être validée indépendamment d'ailleurs, qui peut compresser jusqu'à 1,58 bits par paramètre en moyenne, presque sans perte de performance. C'est une évolution de BitNet, qui est une méthode développée conjointement par Microsoft et des universités chinoises. Et donc avec des niveaux de compression comme ça, le gain de puissance de calcul qui est lié au MOE, l'avenir est très prometteur pour des IA locales qui vont tourner directement sur nos machines, sur nos PC ou sur nos téléphones. Je me réjouis, Guillaume. Est-ce que ça veut dire qu'on peut entreapercevoir un futur où on va avoir massivement de l'intelligence artificielle dans son téléphone et surtout dans son PC? Est-ce que c'est quoi demain l'ère, Guillaume, du PC par intelligence artificielle, un AI PC? C'est une tendance qu'on retrouve effectivement avec cette vogue des AI PC. Même Intel n'est pas trop sûr de ce que c'est. En fait, pour faire simple, c'est un PC qui a les derniers processeurs équipés des NPU. Donc, nouvelle dans l'univers Intel, unité de calcul optimisée pour accélérer le deep learning. Alors bien sûr, il faut une touche copilote. Si t'as pas une touche copilote sur ton clavier, ça marche pas. Tu peux pas faire tourner une IA sur ton PC si ton clavier n'est pas prévu pour, bien entendu. Alors ça, c'est Microsoft qui le dit. Microsoft, pour qui IA veut dire copilote, donc Windows, évidemment. En ce qui concerne ce NPU, ce qu'il va faire, c'est un petit peu plus flou. Déjà, quelle puissance? Parce que les NPU, voilà, les CPU Apple, par exemple, en ont déjà depuis un petit moment. De même d'ailleurs que dans les téléphones, les Snapdragon en ont aussi, les Snapdragon pour Surface en ont aussi. Donc le chiffre de 40 teraops, donc téra opérations par seconde, vient de sortir comme une valeur minimum. Alors il sort d'où? Ça sort un peu du chapeau, honnêtement. C'est la version d'Intel. Pour l'instant, d'ailleurs, il ne fournit pas lui-même de composants qui atteignent ce seuil. Donc le PCIe, en fait, il n'existe pas encore vraiment. Alors teraops, c'est un petit peu comme teraflop. Teraflop, c'est, vous avez gigaflop, puis après vous avez teraflop, et flop, c'est donc opération flottant par seconde. Là, c'est des opérations, mais pas forcément flottant. Tout simplement parce que on n'utilise pas forcément des trucs, des nombres en virgule flottante quand on fait du deep learning. On peut utiliser soit des nombres flottants sur 4 bits, soit des précisions fixes, soit des entiers sur 8 bits. Enfin voilà, ça dépend un peu. Donc du coup, on utilise plutôt le vocabulaire de tera-opération plutôt que de teraflop. Bon, si on prend comme exemple les NPU de chez Qualcomm, parce que ils en existent depuis 2016 quand même, c'est pas dire. Au début, c'était une unité de calcul vectoriel assez simple, prévue pour accélérer les réseaux convolutifs qu'on utilisait beaucoup pour les images, pour connaître des formes ou lire du texte. Donc calcul vectoriel, ça multiplie des vecteurs entre eux, puis petit à petit, ils ont rajouté une unité qui fait du calcul matriciel, sans doute en précision limitée d'ailleurs, pour prendre en charge plus d'algo, et donc faire des trucs avec de la parole, de la vidéo, etc. Et puis en 2023, les NPU se sont spécialisés un peu plus en intégrant des parties spécifiquement optimisées pour les Transformers. Parce que Transformers, c'est devenu l'architecture star, c'est ça qu'on utilise dans les modèles de langage, etc., etc. Donc ça permet d'envisager d'accélérer des modèles qui peuvent rentrer en mémoire. Et à l'avenir, avec des NPU et des modèles qui sont spécifiquement optimisés pour, on peut envisager d'un petit peu tout accélérer, de la génération d'images, de textes ou à la reconnaissance vocale. Et en fait, c'est le plan d'Intel et Microsoft que de faire tourner le copilote, ou en tout cas une partie de copilote en local. En particulier pour des tâches simples, des tâches d'assistant sur l'OS par exemple, où par exemple, t'es dans ton OS, tu sais pas comment on passe en mode... il y a une fonction que tu connais que tu sais pas faire, tu lui demandes de vive voix, ou tu l'écris comme ça dans le truc copilote, et puis il le fait. Et il le fait sans lag, il le fait directement, il n'a pas besoin d'appeler comme ça le cloud, et du coup il le fait sans lag, ça va beaucoup plus vite. Donc on a en pratique, on a déjà vu des trucs comme ça aussi, comme la suppression du bruit de fond, puis la génération d'images, etc. Tout ça qui peut se faire donc en local. Et donc directement sans lag.
Alors c'est l'objectif, on n'y est pas encore, les NPU sont pas encore très puissants, ni très répandus. Les modèles changent vite, les formats aussi, les modes de fonctionnement évoluent encore très vite, donc c'est pour ça que c'est pas pour cette année, c'est le chemin que prend l'industrie, carrément, hein, et dans l'intervalle, que ça soit tout à fait prêt ou pas, les PC IA, déjà, c'est un formidable espoir pour les constructeurs de vendre plus de PC, surtout. Parce que c'est en substance ce que dit Yvonne McGill de chez Dell, et elle espère que ça va accélérer le rythme de renouvellement des machines, parce que là, écoute, c'est pas possible. En moyenne, les gens, ils changent tous les 3 ans. Mais c'est pas normal, c'est pas C'est assez, trop long. enfin. C'est Mais trop oui, mais long, c'est il beaucoup faut trop acheter long. plus de PC, voilà, il est Mais IA bien ton PC. sûr. L'IA, non, Ah. change tout de suite. Loser. Change, et puis voilà, tu en rechangeras quand ton NPU sera plus au top, hein, parce que voilà, ça fait encore un nouveau critère d'obsolescence aussi. Ton NPU, Oh il est là plus là. assez au top, écoute, il commence à ramer à générer ton mail, il génère des images, mais il génère pas de vidéos, change, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, encore une raison de vendre plus de machines, youpi. Quelle est ta part quand même de regard de plus-value possible de l'intelligence artificielle sur un ordinateur personnel comme ça? Est-ce que tu penses que ce qui est déjà en place sur plein d'appareils est suffisant? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quand même une plus-value demain à aller plus loin en matière d'intelligence artificielle pour les usages? Ou est-ce que je dois lire un sarcasme complet en disant que franchement, pour le grand public, il y a vraiment très peu d'intérêt à développer ça massivement? Enfin, je sais pas quel est ton... Non, en réalité, ça peut être très bien. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des trucs utiles, par exemple la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, la suppression du bruit, les traitements vidéo, et éventuellement aussi, oui, la génération de texte, je veux dire. Mais si vous qui le faites, fonctionne déjà, tout ça, aujourd'hui, Oui, pour oui, oui, une oui. bonne part, en fait. Oui, mais ça consommera moins d'énergie. Ok. Parce que les NPU sont quand même super optimisés pour ce type de traitement, et donc ça consommera moins d'énergie de faire ça sur des puces optimisées que de faire ça D'accord. sur des puces généralistes. Mhm. Donc oui, tu peux le faire sur ton CPU ou sur ton GPU, mais en général, si c'est bien foutu, les NPU consommeront moins d'énergie pour faire la même chose. Donc ce Ok. sera plus fluide et ça consommera moins d'énergie. D'accord. Ok, une belle optimisation du coup à venir. Allez, folie des grandeurs, Guillaume. La surenchère dans les data centers à tout prix, hein, y compris sur le plan écologique. Oui, on l'a dit, hein, avant, GPT-4 est gros, il est énorme, je suis sûr que Claude 3 est énorme aussi, et même Grok, en fait, en version 1, il pèse quand même 314 milliards de paramètres. Hein. Vous imaginez le nombre de milliards de mots par jour que GPT-4 produit pour ses 200 millions d'utilisateurs? Chacun de ces mots demande des teraflops et des teraflops de calcul. C'est démesuré, mais c'est pas grave, parce que Microsoft aussi, il est démesuré. D'après Reuters, lui et OpenAI envisageraient la création d'un data center pour l'IA de 100 milliards de dollars. Et en fait, il y aura même plusieurs sources, c'est peut-être même une fuite volontaire de Sam Altman, on ne sait pas trop. Alors, un super ordinateur qui s'appellerait Stargate, qui serait démarré en 2028. Alors, même sur 6 ans, pour Microsoft, 100 milliards, c'est quand même pas rien. C'est une estimation basse, hein, le projet pourrait atteindre 115 milliards. Et oui, c'est Stargate, comme le film. Et c'est OpenAI qui aurait choisi le nom. Alors pourquoi est-ce que cette puissance de calcul va nous permettre de nous amener vers un autre monde? Moi, je pense que c'est pour ça, ils sont capables. Hein. Bon, je vous laisse lu. En tout cas, 115 milliards, c'est 3 fois ce que Microsoft a dépensé l'an dernier pour ses serveurs. C'est surtout plus de 100 fois plus qu'un très beau data center, parce que les data centers, il y en a de toutes les tailles. Mais enfin, un data center moyen, ça a beau coûter des centaines de millions. Ça coûte pas 1 milliard. Même un super ordinateur de classe mondiale comme Frontier Aurora, ça coûte pas 1 milliard. Ça coûte 500 à 600 millions de dollars, oui, mais pas 1 milliard. Donc on aura affaire sans aucun doute à toute une région de data centers. Je veux dire, il y a des data centers, il y en a probablement plusieurs. Bon. Ça représente un bon million aussi des dernières GPU de Nvidia, au minimum, qui existent à peine. Et chacune de ces GPU consomme 1200 watts, au passage. Donc vous imaginez qu'un million de GPU comme ça demande 1 milliard 200 millions de watts, ça demande 1,2 gigawatts. Rien que pour les GPU. Parce qu'après, il y a les serveurs derrière, il y a la climatisation, tout ce que vous voulez. Donc l'ensemble complet, c'est plusieurs gigawatts. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'États qui peuvent se permettre de rajouter une console de plusieurs gigawatts comme ça, d'ailleurs, rapidement, je veux dire, hein, ça doit être un autre enjeu. Donc il est probable que Microsoft utilise au moins en grande partie ses propres puces de toute façon, hein, donc les Maya, donc les puces Maya/Cobalt, qui lui coûteraient sans doute moins cher, qui consommeraient peut-être moins, ça, je ne sais pas trop, mais donc il pourra peut-être en aligner encore plus d'ailleurs, peut-être 2 millions d'ici 2028. Mais de toute façon, pour la consommation, même si ça consomme un peu moins par puce, on va être dans ces eaux-là, parce que c'est toujours du silicium, mais on va rester dans ces eaux-là, quoi. Donc d'ici à 2028, si tout se passe comme prévu, Microsoft aura fait un bénéfice net de 500 milliards de dollars, de toute façon, si ça continue comme ça. Donc il peut effectivement en mettre une centaine dans un énorme data center IA. C'est une grosse décision, hein, même pour lui, mais c'est tout à fait envisageable. Et il n'y a pas beaucoup d'autres entités sur Terre qui peuvent l'envisager. Hein. Il semble que ça soit conditionné quand même aux performances futures d'OpenAI, alors performance commerciale, scientifique, les deux, bon, je sais pas trop.
Alors après, pourquoi ils font ça? Pourquoi aussi violent? Pourquoi ils sont aussi violents? Pourquoi Microsoft, qui a déjà beaucoup de matos, veut encore surinvestir à ce point? La première raison probable, c'est Google. Parce que mine de rien, avec sa vibe d'éternel second, là, Google, il possède en fait une puissance de calcul qui est encore largement supérieure à celle d'OpenAI, et ça s'arrange pas. Parce que des TPU, ils en ont beaucoup, et donc ils ont plus de TPU qu'OpenAI n'a de plus Nvidia. Et ça se creuse, et donc la première étape, c'est probablement de corriger ça. Ensuite, OpenAI devient très multimodalité, il est lui aussi des multimodal, il produit du texte, des images. Là, il manipule la voix, là, on va en parler un petit peu, et puis bon, bien sûr, il va créer de la vidéo. On l'a vu, et la vidéo, c'est super, mais ça consomme énormément de ressources aux dernières nouvelles. Donc pour pousser tout ça au grand public à très grande échelle, il va falloir en aligner des teraflops. Et puis bien sûr, l'objectif constant, c'est de rester au top avec ces modèles fondation là, et pour le moment, on reste dans la course au gigantisme. L'objectif avoué d'OpenAI, c'est d'avoir relativement vite une IA qui puisse remplacer tous les humains à presque tous les boulots. Enfin, presque tous les humains à presque tous les boulots. C'est même un peu leur définition de l'AGI, on avait parlé de ce truc-là. Et bon, pour ça, les pistes sont encore floues, évidemment. Mais bon, il y en a pas mal qui passent par des modèles plus gros ou des modèles qui réfléchissent plus. Parce que pour le moment, les modèles répondent du tac au tac, et d'ailleurs, ils disent beaucoup de conneries. Mais il y a pas mal d'idées pour les faire réfléchir, pour établir un raisonnement pas à pas, et en fait même pour faire plein de raisonnements, et après critiquer chacun de ces raisonnements, les corriger, et en tirer un meilleur raisonnement au final. Tout ça, ça suppose de faire des inférences très très longues, parce que voilà, en gros, le modèle, il va pas juste générer une réponse, il va générer une réponse longue, il va générer plein de réponses longues, il va peut-être générer 10, 20, 30 réponses longues, puis il va revenir dessus, il va les relire, il va dire non, finalement ça c'est pas bien, et après il va faire une synthèse de tout ça. C'est 20, 30, 50, 100 fois plus de calcul, en fait, au bas mot. Et on peut aller même beaucoup plus loin. Donc, laisser réfléchir les modèles pour les rendre meilleurs, c'est bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de plus gros modèles, mais de toute façon, ça coûte quand même beaucoup plus de calcul à l'inférence. Donc, soit vous avez des modèles plus gros, c'est plus de calcul à l'entraînement et à l'inférence, soit vous avez des modèles que vous laissez plus réfléchir, et de toute façon, c'est plus de calcul à l'inférence. Dans tous les cas, c'est plus de calcul. Et Sam Altman dit d'ailleurs lui-même que le calcul, c'est la monnaie du futur. C'est pas le dollar, c'est pas le bitcoin, c'est la puissance de calcul, la monnaie du futur. Parce que pour lui, les IA demandent du calcul, et tout le monde en aura besoin. Tout le monde aura besoin d'intelligence. Donc tout le monde a besoin d'IA, donc tout le monde a besoin de puissance de calcul. Et donc ça va devenir une ressource potentiellement rare d'ailleurs, tout comme l'électricité, partie comme c'est. Et donc voilà, clairement, on est en train de voir un combat entre géants, lutter à grands coups de puissance de calcul. Alors les paris sont ouverts. Qui va gagner? Allez-y. Sachant qu'il y a aussi une potentialité quand même que ce data center à 100 milliards ne voit pas totalement le jour, parce que n'oublions pas que certains experts estiment qu'on est dans une bulle, et que cette bulle .ai pourrait éclater avant, tout simplement, que la Stargate ne soit ouverte. Bon, quoi qu'il en soit, tout cela laisse vraiment songeur, et pour plein de raisons. Eh ben, ça nous permettra de continuer à observer tout ça et à mesurer ça. On pourra faire référence à ce que tu nous disais à l'avenir. Satisfait, soulagé, ou au contraire, on vous l'avait bien dit, on verra. On va terminer, tu l'as dit il y a quelques secondes, avec peut-être l'info qui a le plus fait parler le grand public qui s'intéresse à l'intelligence artificielle ces derniers jours. Ouais, c'est le clonage de voix, Guillaume. Oui, parce que alors OpenAI se lance effectivement sur le terrain du clonage de voix qui est extrêmement casse-gueule, mais qui est pas du tout nouveau. D'ailleurs, en fait, Voice Engine, c'est un truc qui existe chez OpenAI depuis 2022. C'était juste pas public. Alors d'ailleurs, c'est pas du tout un sujet nouveau, parce que ça fait quand même une petite année qu'on peut utiliser le RVC, par exemple, pour maquiller une voix. Alors, tu peux maquiller une voix en une autre, c'est comme ça qu'on fait les covers, avec des voix de chanteurs différents, etc. Donc c'est avec RVC, ça existe depuis un petit moment, et on peut faire ça en open source sur son PC. On peut aussi synthétiser des voix comme fait Voice Engine avec Bark, par exemple, ou XTTS, qui rendent le clonage possible sur un GPU moyenne gamme. XTTS, d'ailleurs, permet de cloner une voix en 15 secondes d'audio, un petit peu comme le dernier outil d'OpenAI, il n'est pas encore lancé officiellement. Donc c'est un service qui permet de prononcer avec la voix de son choix, et dans la langue qu'on veut, des textes générés, ou pas d'ailleurs. C'est une synthèse vocale, quoi. Les exemples sont très convaincants, je suis pas sûr qu'ils soient beaucoup au-dessus de XTTS V2, d'ailleurs, perso, mais bon, voilà. OpenAI reste prudent, et ils n'ont pas encore ouvert l'accès à tout le monde pour l'instant, juste une dizaine de développeurs. C'est une précaution qu'on pourrait trouver pertinente, évidemment, mais qu'on pourrait aussi trouver un petit peu exagérée, étant donné que des services en ligne qui font ce genre de trucs existent déjà depuis un petit moment. Eleven Labs en tête, c'est ce qui vient immédiatement à l'esprit. Des sites comme HeyGen aussi, qui permettent de se créer des avatars en vidéo et de se faire parler en n'importe quelle langue. Ah bon, je suis pas totalement sûr que le nouveau Voice Engine d'OpenAI change vraiment le monde, parce que le monde, en fait, il a déjà changé, et puis il y a déjà des outils qui existent plein.
Et d'ailleurs, un peu en aparté, le truc de la semaine en ce qui concerne l'audio qui, moi, m'a le plus impressionné, c'est pas vraiment le Voice Engine, hein, mais c'est plutôt la version 3 de Suno AI. Alors Suno, d'ailleurs, qui est à l'origine du synthétiseur vocal Bark, mais qui a surtout un site de génération de musique, Absolument. et qui est devenu vraiment puissant, vraiment convaincant. Il génère non seulement de la musique, dans tous les styles, hein, mais aussi des chansons avec des paroles, et qui peut générer d'ailleurs des paroles à la volée, avec des voix de femmes ou d'hommes qui sont tout à fait intelligibles, hein. Et donc Suno, c'est un petit peu devenu le chat GPT de la musique. Et on en est arrivé à un point où c'est pas mal, ça s'écoute. Et surtout, comme avec la voix, il y a vraiment des chansons où tu sais pas si c'est vrai ou pas, quoi. Enfin, il y a des chansons qui passeraient sans problème pour des vrais, entre guillemets, pour des chansons composées et interprétées par des humains. Donc c'est un outil qui pose là encore plein de questions, hein. Mais voilà, bon, comme Voice Engine, mais bon, sur encore plein d'autres trucs, évidemment, sur le terrain artistique, quoi. Alors évidemment, tout ça peut être utilisé, hein, voilà, disons, pour tout et n'importe quoi, hein. On l'a déjà dit, hein, la fausse campagne des démarchages téléphoniques de Biden a été menée avec les voix d'Eleven Labs. Donc voilà, il y a pas grand-chose de nouveau. Donc on vous dit souvent, que très bientôt vous pourrez plus rien croire de ce que vous pourrez voir en ligne. On pourrait tout aussi bien vous dire que vous pouvez déjà plus croire rien de ce que vous allez y entendre, en fait. Ouais, effectivement, il n'y a plus besoin de juste aller sur la vue. Même en audio, il va falloir douter. On va douter de tout, hein, c'est génial, ça va être réjouissant, Guillaume. Quelle prouesse technologique. Merci. On termine avec une petite rubrique jeux vidéo. Alors décidément, c'est Qualcomm, hein, qui veut absolument marquer le coup et récupérer un petit peu de part d'activité, de calcul dans le domaine du jeu vidéo avec des Snapdragons, Guillaume, qui promettent d'être à la hauteur. On en parlait la semaine dernière du fait que Qualcomm promettait des jeux sur les prochains PC Windows sur ARM, donc avec ses propres puces ARM, mais qu'on pourrait jouer donc à des jeux non modifiés, des jeux vidéo, même si les devs font rien du tout, en pure émulation, on pourrait jouer à des jeux qui sont déjà sortis. Cette semaine, on a vu des démos de tout ça avec Control, Redout 2 et Baldur's Gate 3. Donc des gros jeux, hein, même si Control est déjà plus si jeune, hein, mais il était déjà demandeur à l'époque. Hein. Et bon, écoute, ça marche. Alors, ça marche pas super vite. Bon, là, on est en 1080p, en niveau détail moyen, possiblement à FSR d'ailleurs. Et on atteint, sur Baldur's Gate, on atteint 21-24 FPS. On atteint les 30, mais dans la zone fermée du début, donc c'est peut-être pas représentatif complètement. Donc sous contrôle, on est entre 30 et 40 quand on se balade un petit peu comme ça, mais parfois on baisse vers les 25-26 en plein combat. Faut quand même garder à l'esprit que c'est pas sur des machines définitives qu'on voit ça, ni même sur d'ailleurs des logiciels définitifs, en tout cas au niveau de l'OS, et donc on parle aussi de machines qui sont fines, hein, légères, qui consomment très peu, qui consomment entre 20 et 24 watts, pour tout le portable d'ailleurs, hein, pour la plateforme entière, et donc c'est pas si mal finalement pour un début. Donc c'est sûr qu'on peut probablement faire mieux sur un ROG Ally ou évidemment sur une machine de jeu, mais bon, ces laptops-là finalement sont pas forcément non plus prévus pour être des machines de jeu à la base, et donc les voir faire tourner ce genre de truc en émulation, avec des performances qui sont pas non plus complètement ridicules, si on imagine aussi évidemment qu'il y a des jeux qui vont sortir en version native, hein, dans un futur proche, hein, et qu'on pourra extraire plus de performances, finalement, les machines Qualcomm pourraient avoir une carte à jouer. Après, on verra, hein, du coup, ce qu'il en sera avec les trucs définitifs. Donc, il y aurait déjà 250 jeux compatibles, 500 qui pourraient être supportés au lancement. Bon, est-ce que ça va faire vendre des portables ARM ? Bon, ça va dépendre aussi beaucoup du prix, hein, quand même. Vraiment beaucoup. Eh ben, à calculer et à mesurer. On va parler en attendant de plus simple, peut-être pour jouer aux jeux vidéo, Guillaume, c'est les bonnes vieilles consoles de salon. Il y a eu une prise de parole côté Xbox qui nous laisse peut-être dessiner des évolutions, allez, même pour partie assez profondes dans la console de Microsoft. Oui, la Xbox en ce moment, c'est compliqué quand même. Hein. Enfin, Xbox, je veux dire, la division Xbox, les chiffres qui remontent des ventes de machines comme des ventes de jeux sont pas incroyables. Donc selon deux sources de Game Industry, les ventes de jeux Xbox en Europe seraient en chute libre. Et elles étaient déjà en baisse l'an dernier, certains éditeurs en arrivaient à se demander s'ils ont carrément intérêt à sortir des jeux sur Xbox. Un autre se demande pourquoi ils ont fait autant d'efforts pour le supporter, en parlant d'un jeu qui est sorti l'an dernier. Le marché est sur PC et PlayStation 5, entend-on. Il n'est pas sur Xbox. Parmi les jeux les plus vendus de l'année dernière en France, tout confondu d'ailleurs en démat et pas démat, il y a guère que le jeu de foot FC 2024 qui soit un jeu Xbox. Et il est loin des premières places, hein, donc on a que de la PS5, de la Switch, ou même de la PS4. D'ailleurs, on a que des jeux très mainstream de toute façon non-stop, hein. Il faut aller s'y attendre, donc on a Hogwarts Legacy, on a Mario Kart, Spider-Man, GTA V, et oui, toujours GTA V. Mais bon, pas beaucoup de Xbox. Donc devant une possible défection des développeurs, Xbox pourrait peut-être savoir s'ouvrir à d'autres magasins de jeux.
Donc ce serait une première, et c'est pourtant ce que souhaite Phil Spencer. Alors il l'a explicitement dit dans une interview pendant la GDC. Alors après, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on aura vraiment un Epic Game Store ou un itch.io sur Xbox? Écoute, ce serait un changement de paradigme vraiment étonnant. Steam? Et qui pour Spencer, va savoir. Qui pour Spencer vient avec un changement d'époque finalement. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que le load-amour est plus valable, et que les prix des composants ne baissent plus assez vite. Et que en tout cas pas aussi vite que par le passé, et que le marché console n'est plus en croissance. Et que donc subventionner le prix des consoles en forçant les joueurs à acheter exclusivement des jeux officiels, quoi, entre guillemets, ça a peut-être plus vraiment de sens. Donc on a déjà longuement parlé des exclus qui... exclus Xbox, qui n'allaient pas le rester. Et bon, il se trouve que Sea of Thieves, c'est très bien vendu sur PlayStation 5, c'est peut-être un encouragement à plus d'ouverture encore, sans doute. Donc entre ça et l'ouverture en magasin tiers potentiellement, on tient une vision de la console qui devient un PC comme un autre quand même. Et d'ailleurs, la question des éditions physiques sur Xbox se posera d'autant plus, donc, parce qu'il n'y a plus rien de physique sur PC. Il n'y a aucun jeu d'itch.io qui a de version physique, ou presque. Et à ce propos, on a aussi des nouvelles d'une prochaine Xbox Series X sans disque. Et donc, on a eu des petites photos, et bon, c'est un truc, évidemment, c'est une machine qui serait vendue un petit peu moins cher. Elle serait toujours aussi carrée, d'ailleurs, mais elle serait blanche. Pas trace du cylindre noir qui avait fuité il y a quelques mois, donc. Et donc, ce sera un refresh très, très mineur, avec quelques améliorations internes à la marge. Mais surtout, on parle de $100 de moins. Est-ce que ça serait suffisant pour relancer les ventes? Qu'est-ce qu'il adviendrait de la Series S, du coup? Est-ce qu'on marche un petit peu sur ces plates-bandes? Alors, la Series S, ça permet à Xbox d'avoir un ticket d'entrée vraiment pas cher. Et parfois, c'est aussi une épine dans le pied, parce que entre la X et la S, il y a une grosse différence quand même. Et du coup, les développeurs doivent à chaque fois faire 2 versions de leur jeu, et 2 versions potables, donc sur la console de base et sur la console haut de gamme. Et du coup, c'est plus compliqué sur PlayStation 5 où il n'y a qu'une seule machine, quoi. Et pour ce que ça se vend sur Xbox, c'est pas très motivant. Donc cette génération de console est vraiment compliquée, elle a démarré dans la douleur, le rythme des sorties sur PlayStation 5, même encore aujourd'hui, et pourtant la PlayStation 5 est quand même largement la console dominante. C'est un rythme qui est quand même assez calme, au niveau des exclus, au niveau des gros machins, c'est assez calme cette année. Et d'ailleurs, pour conclure, c'est toujours selon Game Industry Biz et son boss qui s'appelle Christopher Dring, tout le monde se fout de la PlayStation 5 Pro. Voilà. Mais il n'a jamais rencontré personne qui comprenne même à quoi elle pourrait servir. La plupart des développeurs estimeraient même qu'ils ne tirent pas encore parti de toute la puissance de la PlayStation 5, et donc une PlayStation 5 Pro, bah écoute, pourquoi faire? Bon, c'est un peu mon sentiment aussi d'ailleurs, alors je sais pas si ça va être... Si elle n'est pas sortie encore. Non, bien sûr, c'est PS5 Pro, est-ce que c'est un bid annoncé? On verra bien. À suivre, il a pris la parole aussi, Phil Spencer, sur les handheld PC, enfin les Steam Deck-like, si je dis pas de bêtises. Il est fan, et alors est-ce que ça veut dire qu'on aura une Xbox portable? C'est possible, mais franchement, ça n'a pas du tout été explicitement mentionné. On n'a pas de... Voilà. C'est pas parce qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a l'émergence de ce format avec un volume de vente au global, si on prend tous les appareils de ce type, qui doit pas être neutre. Je suis pas certain que ça puisse être un véritable relais pour Xbox, mais bon. Ajouté au fait que tu peux avoir ton propre, enfin n'importe quel store, tout ça ajouté. Et peut-être accessoirement, Guillaume, on va pas se mentir, peut-être des bonnes exclus, des bons jeux. Bon, pardon, excuse-moi. Non, mais t'as raison, il faut aussi des exclus qui tapent et qui soient différenciantes. Bon, il y en a qui ont un petit peu déçu, on va dire. Starfield, ça n'a pas du tout été le phénomène annoncé. Starfield, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment qui en parle en réalité. Alors, absolument. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, attention. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore testé, il faudrait que je le teste, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas le dire. Mais c'est vrai que on peut dire que médiatiquement, quoi, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas Skyrim, quoi, on va dire. Je sais pas si ça méritait pas. Peut-être. Ouais, non, malheureusement, il méritait probablement pas l'attente qui a pu l'accompagner avant sa sortie. Un petit mot sur Age of Empires, Guillaume. Il y a des marques comme ça qui me font des souvenirs. Oui, c'est une bonne nouvelle quand même. Enfin, si comme moi vous avez testé xCloud sur PC et que vous n'avez pas compris pourquoi vous deviez avoir une manette quand même, même sur PC, pour jouer à des trucs comme Age of Empires ou Halo Wars, eh ben hurrah, figurez-vous que c'est monté au cerveau de Microsoft. Alors attention, ça ne concerne pas tous les jeux, ça concerne 14 titres qui sont désormais compatibles xCloud, enfin ils sont compatibles donc Cloud Gaming et clavier-souris. Donc il y a Age of Empires 2, Doom 64, Halo Infinite, Sea of Thieves, Atomic Heart, etc. Ce qui est déjà, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Alice in Borderlands, on continue? Oui, Borderlands, dans la vie, on n'a fait pas toujours des bonnes affaires. Quand on a du fric, on n'a fait pas forcément attention. Mais quand les vaches maigrissent, c'est pas la même chose. Alors Embracer s'est vu vraiment très riche, pour le coup, vraiment très très riche. Il a vu très grand, trop grand, et bon, quand les Saoudiens ont décidé de finalement pas lui donner 2 milliards de dollars, ça a changé des trucs. Alors il a fallu changer de train de vie, foutre plein de trucs vite fait sur Vinted, et parmi les gros achats d'Embracer, il y a du Gearbox.
la boîte qui fait les excellents Borderlands. Hein. Alors ça marche bien, Borderlands, Tiny Tina aussi d'ailleurs, et puis ils ont aussi Gearbox, la licence Risk of Rain, Homeworld et Duke Nukem. Alors à l'époque, Embracer, ils avaient racheté 363 millions de dollars, avec une provision pour plus d'argent en fonction des performances des jeux publiés sur les 6 années qui suivaient. Et au total, ça aurait pu monter jusqu'à 1,3 milliard de dollars quand même. Hein. Alors à combien ce serait allé en réalité, on ne saura pas. Et on ne sait pas non plus combien Embracer a déboursé réellement depuis 3 ans, en fait, puisque là, ils le revendent ils revendent Gearbox à Take-Two pour 460 millions. Et donc, je ne sais pas à quel point c'est à perte, mais c'est probablement à perte. Donc, Take-Two vient de racheter presque tous les studios, ainsi que 2 prochains jeux Borderlands et 2 titres Homeworld. Et donc, si vous êtes comme moi, c'est cool parce que voilà, ça vous fait 4 jeux sympas à perspective, parce que moi, j'aime bien Borderlands et Homeworld, en fait, donc c'est sympa, ça veut dire qu'il y a des trucs qui sortent. Dans une interview, d'ailleurs, Lars Wingeford, qui est PDG d'Embracer, je l'ai probablement très mal prononcé, a reconnu qu'il était bien trop tôt pour la société, pour commencer à acquérir autant de studios. Quoi. Bon, il reconnaît qu'ils sont allés beaucoup trop vite et que voilà, malheureusement, là, il faut réduire. Et puis, on a vu, ils ont déjà beaucoup réduit. Bon, je connais pas du tout tous les titres que tu cites. Enfin, je les connais de nom, mais c'est des trucs auxquels je me suis pas du tout frotté. Alors, World, c'est une vieille licence qui est vraiment très cool. Ouais. RTS dans l'espace, en 3D, c'est ah là là. des premiers. Si seulement j'avais du temps. Et alors, au passage, il y a un environnement où le jeu vidéo doit peut-être souffrir de la fermeture culturelle imposée. C'est la Russie. Qu'à cela ne tienne, a priori, Vladimir Poutine voudrait carrément son propre service, ses propres consoles à la Russie. Ils vont tout avoir russe, leur McDo, leur oui, de toute façon, les Chinois font un peu pareil. Mais disons que il y a plus de consoles PlayStation ni Xbox en Russie. Hein. C'est fini, ça. C'est interdit. Enfin voilà, il y a plus rien. De toute façon, les marques ils vont pas. Ils peuvent plus en acheter. Après, il doit y en avoir. Oui. Les marques ils vont pas de toute façon. Et du coup, oui, effectivement, c'est sorti de nulle part. Mais effectivement, Poutine a dit qu'il fallait créer des consoles russes avec un univers un marché du jeu vidéo russe. Et bon, c'est assez marrant parce que c'est pas comme quelque chose qui se décrète en fait. Quoi. C'est clair. Du tout. De base, c'est un truc. T'as raison. C'est complexe, ça se décrète pas juste. Ouais. Mais bon, après, c'est tout à fait possible. Hein. Je serais très très curieux de voir la tronche que pourrait avoir une console de jeux vidéo russe. Ouais. Et bon, il faut voir que les Chinois, des consoles, ils en ont fait des caisses, des clones de tous les côtés, des consoles Android de tous les côtés. Bon, c'est tout complètement possible, en fait, qu'il y ait un écosystème de jeux vidéo russe, quoi. Mais j'aimerais bien voir la tronche que ça aura d'ici à quelques années. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs aussi de cette... Tu vois, des rideaux de fer comme ça qui sont un petit peu partout, qui se remettent en place un petit peu partout, quoi. C'est qu'il y a des univers comme ça qui vont évoluer en vase clos, un petit peu, des îles de Pâques un petit peu partout. J'ai hâte de mesurer la diversité culturelle qui sera offerte par les expériences de jeu sur ce type d'appareil, si tant est que cette proposition voit le jour, parce que comme tu le dis, ça ne se décrète pas et je pense qu'il va se passer encore beaucoup de temps avant qu'on voit une Xbox russe ou un truc comme ça. Bon bref. Merci Guillaume pour la préparation hyper complète de cet épisode de Tech Café. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'en plus d'avoir passé un bon moment, vous avez eu le sentiment d'être informé. Si jamais vous avez envie, vous pouvez aller consulter les notes de l'épisode dans lequel il y a les liens vers les articles qui ont servi de préparation. Alors, évidemment, les notes des épisodes sont parfois tronquées. J'ai remarqué ça dans des apps de podcast. Le mieux, finalement, si vous avez besoin de toutes les notes, vous allez sur techcafé.fr et vous avez l'exhaustivité des liens. En plus, vous avez des liens pratiques comme vers la page Patreon, si vous voulez nous soutenir, par exemple, patreon.com/techcafé. Vous avez le lien vers le serveur Discord. Et puis, vous avez tout l'hystérique des épisodes, y compris les épisodes hors série qui sont plus intemporels. On est vraiment ravis de savoir que vous nous écoutez semaine après semaine, qu'on vous est utile et qu'on contribue à faire de vos journées des journées peut-être un petit peu plus sympas. C'est en tout cas ce qu'on souhaite le plus fort. En attendant, vous pouvez bien entendu nous retrouver aussi à titre individuel, comme par exemple toi, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, moi, je vais essayer de mettre mes papas de patode sur DBRX. Je vais essayer de faire fondre mes processeurs, faire tourner ce truc-là. Dès que j'en trouverai une version compressée comme il faut, parce que de toute façon, j'ai pas assez de mémoire sinon, mais en version compressée, je pourrais avoir une machine qui peut faire tourner ça.
Et donc, on verra ça. Mais bon, en attendant, je vais peut-être tester Age of Empires 2 via xCloud, du coup. D'accord, tu l'avais... Ah oui, d'accord, via xCloud, ok. Ok, et il faudra que je regarde un petit peu. Bon, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui s'imaginent parfois derrière ton ordi comme ça, en train de faire tes tests dans un atelier, avec une lumière blafarde comme ça, et je suis sûr que tu portes un sweat à capuche en plus. Il y a plein de câbles, des postes à soudure, des machines qui fument. Hein, on est d'accord? Le truc, c'est que c'est peut-être beaucoup plus proche de la vérité que ce que tu imagines. Ah merde. On attend le selfie. On va générer des images sur la base de ce prompt et puis vous donnerez les résultats. Tiens, au passage, on m'a fait une demande à laquelle j'ai accédé immédiatement parce qu'elle était pleine de bon sens sur le serveur Discord. Il y a une rubrique maintenant dédiée un petit peu au modèle de langage et à tous ces types d'outils. Avant, en fait, il restait une vieille rubrique liée au test mid-journée. Tu sais, quand on pouvait encore faire des requêtes mid-journée sur Discord. Donc voilà, j'ai commencé à le... Ah bah, il me semblait l'avoir renommé, ça n'a pas l'air d'être partout. Il faudra que je regarde à tête reposée. Mais en tout cas, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui partagent des contenus et ça se retrouvait dans la partie tech. Donc désormais, ça va être plus rassemblé dans la partie IA. Ce sera plus logique. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et bien entendu, comme chaque semaine, dans un épisode de podcast comme par exemple au hasard Tech Café. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.